Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais faire une petite vidéo pour vous parler d'économie et pour vous parler de la destruction de l'hôpital public, du système de santé français que nous payons avec nos impôts. Alors c'est quelque chose de très grave qui est arrivé il y a quelque temps déjà. Alors on ne peut pas imputer ça à Macron qui a juste continué les politiques engagées, mais bon, on peut quand même dire que Macron avait peut-être commencé à vouloir enrayer la fermeture de certains établissements, de certains hôpitaux, petits hôpitaux de province, parce qu'il y a eu une destruction pour faire des économies, une destruction qui a été pensée et organisée par des énarques, par des abrutis qui ne sont pas sur le terrain, qui sont des gens formés à la politique, un peu formés à l'économie, mais qui ne sont jamais dans la réalité de la vie. Donc ces gens-là ont décidé sur le papier, pour faire des économies, qu'il fallait fermer une partie des hôpitaux, des petits hôpitaux et des moyens hôpitaux, pour tous les pour regrouper tous les services dans de grands hôpitaux près des grandes villes, ce qui faisait que les gens étaient obligés de se déplacer pour faire des opérations lourdes. Mais malheureusement, les services d'urgence disparaissaient aussi, ce qui a coûté la vie à des milliers et des milliers de Français, puisque quand tu n'es pas pris à temps et que tu dois être pris en urgence, si tu n'as pas un hôpital qui peut t'accueillir pour faire les premiers soins, les premières opérations, tu vas mourir ou tu vas être très handicapé ou très malade. C'est ce qui est failli arriver à ma sœur, qui a failli quasiment y passer, parce que le petit hôpital de Nemours avait été en partie fermé et son bloc opératoire, pour des raisons d'économie, avait été fermé, ce qui fait qu'on a dû attendre longtemps avant qu'elle puisse se faire opérer, et l'opération, heureusement, s'est bien passée, parce que son mari était chirurgien, on a tout de suite appelé, vous savez, elle est passée en priorité, parce qu'elle était la femme du chirurgien, elle se serait appelée Dylan ou Mokhtar, il y a peu de chances qu'elle ait eu l'opération qui se passe parfaitement, elle aurait eu des complications. Alors c'est très grave, parce que le fait d'avoir fermé des hôpitaux a causé quand même la mort de milliers de personnes, et ça a été, si ça n'a pas été voulu, ça a été bêtement calculé par des énarques, par des gens qui ne sont que des individus de bureau, qui ne connaissent rien à la réalité, qui manient uniquement des chiffres et des théories. Alors notre système hospitalier, si vous avez pu le voir pendant le Covid, a été complètement saturé. Pourquoi ? C'était pas uniquement dû au Covid, puisque l'Allemagne s'en est quand même mieux sortie, parce que l'Allemagne a une politique de Länder et pas une politique de décentralisation, de centralisation des hôpitaux, puisque l'Allemagne est un pays décentralisé avec des Länder. Donc la structure même de l'hôpital allemand n'est pas faite pour générer de l'argent, mais elle est payée avec l'argent des contribuables des Länder, et chaque région gère à sa façon les hôpitaux, ces hôpitaux, et les hôpitaux allemands n'ont pas comme fonction de gagner de l'argent, ce ne sont pas des marchands, ils ont comme fonction de soigner les Allemands. Donc on est dans une autre façon de penser. Vous allez comprendre pourquoi en France notre système des hôpitaux se casse la gueule. Et il y a des solutions. Donc c'est un énorme problème qui a coûté la vie pendant le Covid à de nombreuses personnes qui auraient pu rester en vie, parce qu'on manquait terriblement de lits et de lits de réanimation, pas uniquement à cause du Covid, à cause principalement du fait que ces lits avaient été fermés. Alors, on s'aperçoit aussi actuellement, ils vous en parlent, qu'ils ne veulent pas monter, mais visiblement l'épidémie est quand même presque finie, puisqu'on s'aperçoit que Omicron se transmet beaucoup, n'est pas très virulent, donc peu de gens finissent en réanimation. Delta était plus dangereux, ceux d'avant étaient plus dangereux, mais ça n'était pas la grippe espagnole, on nous en
on en a rajouté énormément. Mais il y a eu une saturation quand même des services de réanimation, en partie due au mauvais fonctionnement. Ça a mis en évidence le mauvais fonctionnement de l'hôpital français qui avait été restructuré d'une façon désastreuse. C'est-à-dire qu'ils avaient restructuré ça pour faire des économies. Sur le papier, ça marche très bien, ça fonctionne absolument bien. On se retrouve avec un budget inférieur, avec un meilleur fonctionnement au niveau du budget. Donc il n'y a pas de déficit. Mais un hôpital en France, de public, n'est pas fait pour faire de l'argent et gagner de l'argent. Nous ne sommes pas dans une politique mercantile, nous sommes dans une politique où nous payons des services de santé pour nous, les Français. Et c'est très 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 mal géré, surtout quand vient une épidémie où le nombre de gens hospitalisés est un peu plus nombreux que d'habitude, et à ce moment-là, il y a saturation, bouchon. On ne peut plus opérer les gens qui doivent être opérés de cancer ou d'autres maladies, et on fait passer d'abord les intubés, les gens qui sont en réanimation. Et c'était un énorme problème qui n'est pas dû qu'à Covid-19, mais qui est dû avant tout à la mauvaise structure du service public français qui a été complètement cassé et déstructuré. On ferme des hôpitaux de province, on met tout ça dans des grands hôpitaux où tous les soins sont à côté. Oui, ça marche sur le papier, sauf que quand tu as un accident à 50, 60 ou 100 km, tu risques de mourir. Ça fait des déserts médicaux. Pour beaucoup de gens, le déplacement n'est pas forcément facile et ils ont fait n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils ont pensé argent et pas pensé service. Alors évidemment, il y a aussi un problème qui est lié à la France, qui est lié au coût de la vie en France et qui fait aussi que travailler dans un hôpital, être infirmière ou même maintenant médecin dans un hôpital public, n'est pas du tout rentable pour un individu qui voudrait avoir une vie normale, c'est-à-dire pouvoir avoir une famille, pouvoir avoir des enfants, une femme ou un mari et vivre d'un travail honnête dans des conditions honnêtes. Malheureusement, le système médical français est fait que les individus qui travaillent dans le service public sont maintenant, en rapport avec le coût de la vie, totalement sous-payés, qu'ils soient infirmières ou médecins. Alors, ils ne sont pas sous-payés parce que les salaires ne sont pas bons, les salaires normalement sont corrects, ce qui fait un énorme problème pour tous les employés, c'est-à-dire les infirmières, les aides-soignants, les médecins du service public, c'est les transports, bien sûr, le fait d'avoir un métier qui est très dur, qui est confronté à la misère humaine, à la souffrance, mais aussi à la joie d'être utile et de sauver les gens, mais c'est quand même lourd à supporter physiquement et psychiquement, même si la récompense morale est formidable. Maintenant, ça devient extrêmement dur puisque le coût du logement a augmenté et habiter près des hôpitaux, de ces grands hôpitaux situés médecins ou aides-soignants, ça devient problématique car le coût du logement a augmenté et les salaires du service public ne sont pas énormes. Ce qui fait que un médecin ou un chirurgien qui travaille dans le service public il y a encore 20 ans, était quelqu'un qui gagnait honnêtement sa vie, qui pouvait louer un appartement de taille suffisante près de son travail, travail dur et éprouvant, et y avoir une famille, une femme, des enfants, ou si c'était une chirurgienne ou une médecin, avoir un mari et des enfants à côté de son travail, dans une maison et dans un cadre agréable qui compense ce travail difficile. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Les professions médicales en France n'attirent plus, surtout dans le public, et puis le reste est saturé un peu. Pourquoi ? Parce que le coût du logement devient indécent. Il y a une augmentation du coût de la vie, particulièrement au niveau du logement, même si on peut parler de la nourriture et du reste, on a des avantages. Si on a Internet, on a Netflix, YouPorn et autres qui permettent d'avoir une vie à la maison plus remplie, mais malheureusement, le coût de la vie, le coût du logement détruit
la possibilité pour les individus de vivre honnêtement de leur travail. Et maintenant, un médecin, un chirurgien, qui travaille dans un hôpital public à temps plein, ne peut pas avoir une vie décente avec un appartement de taille décente pour pouvoir avoir une famille dans de bonnes conditions. Mon ami Zoltan, qui travaillait à Paris et qui était neurochirurgien, vivait à Paris dans un 25 mètres carrés au centre de Paris, près de l'hôpital où il était, ce que l'évitait les transports. Et comme il me disait, regarde Frédéric, je sauve des vies, je suis dans le vivant en train d'opérer des cerveaux, et je suis dans 25 mètres carrés, et vivre avec une femme avec des enfants, c'est très dur, hein, le coût de la vie est très élevé, ce ne sont pas des gens qui gagnent des 1000 et des 100. Donc, ce qui fait que les gens ne veulent plus, les individus, les Français ne veulent plus se lancer dans une carrière médicale, hein, par vocation. On voit des infirmières, des gens qui continuent à y aller, parce qu'il y a encore des gens qui ont cette attirance pour le métier moral, hein, mais beaucoup de gens ne veulent plus y aller parce que ça ne fait plus rêver, hein. Les études sont longues, surtout pour les médecins, et la rentabilité n'est pas bonne, surtout que les études sont très longues, donc on ne gagne pas d'argent pendant ce temps-là, et ensuite on ne peut pas acheter ou louer un appartement décent si on est à côté d'un grand hôpital, d'un service public qui va être dans les grandes villes, bien sûr, ce qui pose un problème. C'est bien sûr pour ça qu'on compense le manque de médecins français à cause du fait que moins d'individus ont cette vocation parce qu'ils ne veulent pas vivre dans un métier où s'ils ne sont pas miséreux, ils sont quand même dans des difficultés de logement et de transport, puisque le centre des villes coûte plus cher, ils vont se mettre à l'extérieur, donc coût de transport, fatigue, métier difficile, et ils ne veulent plus. Donc on fait venir quoi ? On fait venir du médecin roumain, hein, qui lui est même bien formé, hein, et va travailler dans ces hôpitaux parce que ça lui changera, tout en pouvant payer par exemple un appartement ou venir en vacances en Roumanie. Pour lui ça le change puisque le salaire en Roumanie est plus bas, pour lui c'est une opportunité, mais il découvre vite qu'en fin de compte il s'est fait baiser. Pareil pour le médecin algérien, hein, traditionnellement on voit aussi beaucoup de médecins algériens qui arrivent en France pour travailler dans ces grands centres hospitaliers où on a regroupé tous les petits hôpitaux en fin de compte de province, hein. Et ce qui se passe, c'est qu'ils arrivent là-bas parce qu'en fin de compte, il n'y a plus de vocation française et eux ne savent pas que le coût du logement est monstrueux. Donc on voit l'arrivée massive, hein, de Roumains, d'Algériens et même d'Africains subsahariens qui ont été formés. Alors souvent la formation est adaptée à la médecine locale, hein, donc ils ont de la virologie, de la médecine tropicale. Il faut qu'ils repassent des spécialités, c'est pas comme les Algériens ou même les Roumains qui sont en général mieux formés. Donc ça pose beaucoup de problèmes parce qu'en fin de compte on fait venir ces gens-là parce que ils ne savent pas qu'en arrivant en France, ils voient le salaire, ils vont être confrontés à un coût de la vie extrêmement élevé où le salaire n'est en vérité pas adapté à cause du coût de la vie principalement donné par le logement dans les grandes agglomérations françaises, ce qui est honteux. Donc on a un système d'État qui tombe et qui est dans la merde. Alors évidemment, Macron a arrêté la déstructuration un peu, il a continué, mais il a arrêté la déstructuration des petits hôpitaux, la fermeture, il a commencé à dire qu'il fallait arrêter parce qu'il a vu quand même le désastre, hein. On a vu le désastre du Covid, mais il continue à faire une politique aberrante, hein. Par exemple, on voit que le projet de 2022 pour la presse française prévoyait 116 millions d'euros de soutien du ministère de la Culture pour les aides à la presse. Donc nous payons, nous Français, 116 millions d'euros, donc sur mes impôts et sur les tiens, toi qui me regardes, en tout cas tu vas le payer et pour aider des journalistes qui sont, en fin de compte, des gens qui vont faire la propagande pour le gouvernement. En fin de compte, il achète tout simplement avec ça ses organes de presse pour que ceux-ci ne lui crachent pas trop dessus. Donc c'est un peu une honte, hein, cet argent dilapidé dans un système de presse qui est à la manche et qui demande de l'argent à l'État. Peut-on réellement être indépendant
au niveau de la presse et de l'information si on est dépendant des millions d'euros que te donne l'État. Non, on va agir dans le sens de celui qui te nourrit, puisque visiblement la presse ne gagne pas assez d'argent. J'ai pas envie de payer pour des organes de propagande. On n'a pas à donner de l'argent à la presse. Quand j'écris mes bouquins, quand j'imprime mes bouquins, c'est moi qui les fais, c'est mon éditeur qui les fait, même je mets de mon argent dessus, dedans, et je ne demande pas la main tendue à l'État français. J'ai de la dignité, ce qui me permet d'être indépendant. Pareil, pour la presse, elle devrait être indépendante, et si elle ne l'est pas, qu'elle crève, on n'en a rien à foutre. Je préfère que cet argent aille dans les hôpitaux. 116 millions d'euros, 117, ça serait bien mieux, ça c'est le projet qui prévoit, projet 2022, il s'en fout, après il sera peut-être plus là. Je préférerais que ça aille dans les hôpitaux pour soigner mes compatriotes. Voilà. Donc c'est une honte. Alors bien sûr, on ne sauve pas le système de santé français avec 116 millions d'euros, ça se compte en milliards d'euros, donc c'est beaucoup plus. Mais il y a des moyens de sauver le système de santé français, système public français, des moyens simples, en tout cas de sauver les hôpitaux et leur fonctionnement et de pouvoir créer des petits hôpitaux. Et c'est là où, ok, c'est bon, je dénonce un système, je pointe du doigt ce qui ne va pas, mais pointer du doigt ce qui ne va pas sans donner des réponses et des pistes pour pouvoir sauver le système, c'est ridicule, et c'est en général ce que font tous les politiques qui sont contre le gouvernement, c'est-à-dire qui gueulent dessus sans proposer réellement quelque chose de tangible, quelque chose de réel qui peut sauver le système public. Et je vais vous expliquer comment sauver facilement le système d'État. Alors pourquoi je ne l'invente pas, comme je dis tout le temps, je ne sors pas ça de mon cul. Il y a des façons plus ou moins simples, même si c'est primitif, de sauver ce système d'État. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Alors, on va retourner dans l'histoire. On va parler, on ne va pas mettre du racisme, mais on va étudier les systèmes politiques. On va parler du national-socialisme. Alors le national-socialisme, bien sûr, c'est des millions de morts, c'est une politique raciale, tu la mets de côté, c'est de la merde, on est bien d'accord là-dessus. Mais il faut voir que l'Allemagne est remontée économiquement à une période où ils étaient en crise économique terrible et où leur monnaie n'avait pas de valeur. Comment ont-ils fait pour pouvoir créer des structures d'État et les maintenir sans argent? Eh bien c'est simple, ils ont fait le système de l'échange, pas le troc, mais l'échange. C'est-à-dire que ils ont échangé, par exemple, aux ouvriers des vacances contre leur travail. Ils ont fait un système où les ouvriers, même s'ils ne pouvaient pas être payés, il y avait un système d'échange. On donnait des bons de nourriture, on donnait des vacances, on bâtissait des maisons pour les ouvriers qui continuaient à produire pour l'État ou les fonctionnaires qui continuaient à travailler pour l'État allemand vu que le mark était effondré. Alors c'est très intéressant de comprendre ce système puisqu'il est applicable partout et il est déjà appliqué dans des systèmes, dans des lieux en France et même des lieux d'État, ce système de l'échange pour pas payer d'une façon exagérée avec l'argent qu'on n'a pas des fonctionnaires. Alors pas tous les fonctionnaires, bien sûr, les membres des collectivités locales, les hauts fonctionnaires sont souvent payés d'une façon indigne et immorale sur l'argent des Français pour des titres de représentation où ils vont toucher 5-6 000 euros par mois, voire plus des fois, pour aller remettre des médailles à des pompiers ou organiser des fêtes locales pour montrer qu'ils appartiennent au ministère et qu'ils sont de telle obédience politique. Ça, c'est de la merde. Mais on a un système qui fonctionne déjà en France, qu'on peut trouver dans les casernes de l'armée. Je prends par exemple la gendarmerie. Un gendarme n'est pas quelqu'un qui vit grassement, il n'est pas payé d'une façon excessive, il est même plutôt payé pas énormément pour le travail qu'il fait, travail très utile pour la société.
Mais le gendarme ne coûte pas si cher à l'État français pour la bonne raison qu'il est logé. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir du prix, il ne va pas devoir sortir un logement, il y a de l'argent pour son logement, et sa petite paye va directement être utilisée par lui-même, n'est pas utilisée pour se loger lui et sa famille. C'est un système de casernement qui est particulièrement efficace, ça s'appelle un échange. L'État ne peut pas beaucoup te payer, mais il va te loger d'une façon digne, ce qui fait que le gendarme vit souvent bien mieux qu'un policier qui est souvent obligé de trouver un logement dans le public et il n'est pas en caserne. Donc normalement, ce système de l'armée de gendarmerie qui est vraiment efficace, où on construit de beaux petits appartements en caserne pour les gendarmes, où il pourra vivre avec sa femme ou la gendarmette avec son mari, et avoir des enfants, et on augmente la taille de l'appartement en fonction du nombre, bien sûr, d'enfants, donc un appartement de taille très correcte, ce qui permet de faire des économies. Et on peut appliquer ce système, qui est un système magnifique, qui ne coûte pas à l'État, qui est un système qui avait été employé en Allemagne, mais qui est un système qui est aussi employé en France, ça s'appelle l'échange, et qui est aussi, par exemple, employé aux États-Unis, ou par exemple, aux États-Unis, quand tu es pauvre, tu veux faire des études de médecine et tu as un bon niveau, l'État, et même le Canada fait ça, l'État te paye tes études de médecine 100%, même te loge, en échange, tu fourniras 10 ans de ta vie, ou 15 ans, je ne me souviens plus, pour être médecin, par exemple pour l'armée américaine. Je connais des gens comme ça qui ont été médecins pour l'armée américaine, qui ont eu leurs études et qui sont partis travailler pour eux. Donc ça existe déjà et on peut le faire en France. Et on pourrait reproduire ce système magnifique en France en évitant aux médecins et aux aides-soignants et aux infirmières une vie difficile, loin de leur lieu de travail, en prenant les transports en commun, en prenant la voiture, aux médecins, en les logeant d'une façon décente à côté des centres hospitaliers, en créant des baraquements de belle qualité, ça coûte pas cher, si c'est construit d'une façon judicieuse, d'une façon intelligente, où chaque médecin, chaque infirmière pourrait avoir un joli 3 pièces, peut-être après un 4 pièces, où il pourrait avoir un salon, salle à manger, pièce à vivre, comme on dit maintenant, avec une chambre pour les parents, une chambre pour les enfants, donnée, offerte, avec le chauffage et l'électricité, aux membres du service public des hôpitaux qui travaillent donc dans ces hôpitaux. Donc infirmières, médecins, pour être logés près des hôpitaux, ce qui rendrait la profession plus attrayante, et même s'ils ne seront pas millionnaires, même s'ils n'ouvriront pas de cliniques privées, le fait de travailler dans un cadre agréable, avec un métier honnête, honorable, qui aide l'humanité, est quelque chose de très valorisant, surtout que si vous n'avez pas payé votre loyer, vous êtes dans un cadre où vous travaillez à côté d'où vous dormez, donc vous aurez le logement juste à côté de l'hôpital. Donc ce système n'est pas cher et permet de ne pas payer forcément très cher des médecins et des aides-soignants et des infirmières, tout en leur offrant la sécurité de l'emploi, la sécurité d'avoir un appartement de très bonne qualité et l'absence de transport, ce qui est éprouvant, ce qui est fatigant. Donc ce système est à utiliser, est à réaliser si on veut sauver l'hôpital public français et générer des vocations, puisqu'on voit de moins en moins de vocations dans ce domaine. On manque d'infirmières, on manque de médecins. Bien sûr, on manque d'infirmières et de médecins parce que ça n'attire pas, faire des études pour se retrouver dans un hôpital où vous vous occupez d'essayer d'améliorer la misère du monde, et quand vous rentrez chez vous, vous êtes dans des conditions difficiles, avec un temps de transport important et un appartement qui n'est pas souvent de bonne qualité. Donc voilà, ça c'est du concret, ça c'est la façon dont on peut sauver le système public, en tout cas le maintenir et réouvrir avec ce système-là des petits hôpitaux
de provinces qui ont été fermées d'une façon stupide par des bureaucrates et des énarques, c'est la technocratie, c'est des abrutis, et réouvrir avec des idées des gens du terrain. Oui, moi je suis du terrain, je sais ce que c'est que la vie en caserne, je connais le salaire des gendarmes, je vais voir mes amis gendarmes, souvent ils passaient me voir quand j'étais à l'Archange, donc je connaissais leur vie, donc ce système peut être appliqué au système de santé français et à l'hôpital public et sauver et réouvrir des hôpitaux qui ont été fermés d'une façon stupide. Voilà. Alors, on voit quand même poindre à l'horizon des politiques qui commencent à remettre en cause ce système défaillant. Alors, comment ne pas le remettre en cause quand on a vu la catastrophe qui s'est passée avec le Covid, qui n'est pas lié au Covid, à la base, pas totalement lié au Covid, qui a mis en lumière le mauvais fonctionnement d'un hôpital restructuré par des abrutis, tout simplement. Alors on voit Pécresse. Alors Pécresse avait déjà proposé, et là c'est correct, là, il faudra que je fasse une vidéo sur Pécresse, j'ai fait une vidéo sur le programme de Zemmour, le programme de Mélenchon, des personnes que j'apprécie sur certaines de leurs propositions, mais là je vois que la proposition de Pécresse, celle que j'avais notée, c'était moins 200 000 emplois administratifs dans la fonction publique pour créer plus 50 000 postes de terrain. C'est-à-dire qu'on se retrouverait en fin de compte avec moins 250 000 postes administratifs peut-être. Et on créerait 50 000 postes de terrain, à moins qu'on fait moins 200 000 plus 50 000. Je ne sais pas comment elle a calculé ça, mais l'idée est intéressante. Enlever tous ces administratifs qui ne sont que des inutiles, pour ne pas dire des parasites, même s'ils n'en ont pas l'impression, les pauvres, des gens qui ne servent à rien, des gratte-papier, des scribouillards, des législateurs techniciens qui sont employés pour ça, et puis souvent même ils ne font quasiment rien, et mettent des véritables postes de terrain comme des médecins, comme des infirmiers ou infirmières, comme des aides-soignants, comme des gendarmes, des policiers, des militaires, des gens qui sont fonctionnels sur le terrain et qu'on voit en réalité agir pour aider et sauver les hommes. Donc là, c'est une bonne idée de Pécresse, mais je dirais plus loin, c'est pas 200 000 postes administratifs qu'il faut virer, c'est au moins 500 000. Elle y va doucement pour maintenir, essayer de se maintenir dans la course et ne pas avoir un mécontentement des fonctionnaires qui vont voter pour elle, mais en vérité, il faut élaguer et il faut couper le membre pourri. Et évidemment, la fonction publique est en grande partie pourrie par des individus qui ne servent à rien et qui sont là parce qu'on les a mis là et qui vivent en parasite sur le système, même si eux n'en ont pas l'impression. Donc on peut après les reformer et les mettre, par exemple, dans des postes de terrain ou dans le privé où ils seront peut-être plus utiles. Voilà. Alors voilà comment sauver. Il y a quand même le système de casernement pour les médecins, les aides-soignants. Mais casernement, j'exagère. Ça serait de belles petites résidences dans les hôpitaux ou à côté qui permettraient de sauver l'hôpital public en créant des vocations sans forcément payer énormément des gens puisque l'État n'a plus d'argent. Alors ils ont de l'argent pour payer pour aider la presse, ce qui me gonfle particulièrement, et puis aussi pour aider les artistouilles, comme je dis, qui touchent de l'argent quand ils n'ont plus de boulot. Non, j'ai pas envie, moi, j'en ai rien à foutre des artistouilles. Je sais, je suis désolé, un artiste doit être autonome et il ne doit pas vivre la main tendue, à part s'il est dans la rue en train de faire du jonglage ou gratter une guitare. Là, ça me gêne pas, mais quand c'est moi qui suis obligé de payer des artistes au chômage, ça me les brise profondément. Voilà, ça devrait vous les briser aussi, puisque c'est de l'argent qu'on vous prend et que vous ne pouvez pas donner à votre famille. Voilà, que les gens bossent dans un boulot qui soit utile, et si on ne veut plus des artistes, ou s'ils ne travaillent pas, c'est qu'ils ne sont pas si drôles, ou qu'ils n'ont pas tant de talent que ça. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo pour donner des idées, pour essayer de sauver la France et sauver notre système de santé qui est vraiment
dans la merde, hein, et quand je dis ça, c'est vraiment dans la merde, et ça fait des milliers de morts par an, vous ne vous en rendez pas compte, mais quand un papy fait un problème cardiaque dans un désert médical, eh ben papy ne peut pas être transporté assez vite à l'hôpital et meurt. Et puis quand vous avez un accident pareil dans un désert médical parce qu'on a fermé votre petit hôpital de région, hein, bah vous ne pouvez pas être soigné à temps avant d'être envoyé bien sûr dans un grand centre où on fera tous les grands soins avec des appareils qui coûtent une fortune et ça coûte des milliers de vies, hein. Alors ça peut vous paraître rien du tout, mais quand c'est votre sœur, votre père, votre mère ou votre enfant qui meurt ou qui est gravement handicapé avec des séquelles, vous rigolez beaucoup moins. Et ça, c'est ce qu'ont fait tous ces abrutis de bureaucrates, de technocrates et d'énarques. Voilà, c'était Fred Delavier. Je vous aime et paix sur terre.